BGE est ouvert à tout, ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à créer son entreprise tout de suite, mais en tout cas, tout le monde a le droit de venir analyser son projet, développer ses compétences et prendre la décision de créer ou pas si les conditions sont réunies. Puis 2 ans, on a passé, si je me trompe pas, la barre du million de création d'entreprises annuelles. Pour autant, il faut prendre du recul sur ces chiffres-là parce que y a quand même une part très importante de micro-entreprises qui font partie de ce million de création d'entreprises et aussi une part très importante de ces micros qui vont jamais facturer 1 euro. Et donc on a des profils très différents. Il y a plein de raisons différentes d'arriver vers l'entrepreneuriat. On peut aussi bien avoir des étudiants que des jeunes retraités, des cadres qui ont envie de changer de vie, des personnes qui ont des difficultés à retourner à l'emploi. On va travailler vraiment l'aspect financier à la fois du projet et puis le confronter aussi aux réalités de la personne. On peut avoir des encouragements de son entourage parce que ça coûte pas cher hein, de dire c'est super. Maintenant, derrière, quand on va créer son entreprise et aller chercher des vrais clients qui vont être prêts à payer pour cette idée-là, bah, ça devient parfois plus compliqué. Oui. Accompagner des entrepreneurs pendant des années, ça apporte une certaine modestie par rapport aux pronostics qu'on peut faire. On peut avoir aussi parfois tendance à être influencé par d'autres réussites, etc. Mais c'est pas parce que la recette a fonctionné pour quelqu'un que ça va marcher pour toi aussi. La première barrière d'un entrepreneur, c'est celle qui va se mettre lui-même. Dans cet épisode de Dynamic Talk, on va parler de création de société, entrepreneuriat et surtout accompagnement et formation. David Lorenzo de la BGE Paris va nous faire découvrir tous les dispositifs accessibles mis en place pour aider les créateurs d'entreprises. En France, on a vraiment la chance d'avoir ce type de structure qui existe. La BGE, c'est une association qui n'a pas pour but de vendre ses services et ça, je trouve que ça change tout dans leur approche, mais aussi leurs conseils. Alors avant de dépenser de l'argent ou de cramer tout votre CPF, écoutez bien cet épisode. Et n'oubliez pas de nous mettre un like, un abonnement, 5 étoiles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh ben, on va faire un 4e lancement ensemble, bon. David. Donc bienvenue David, je te remercie d'être avec nous. David Lorenzo de la BGE Paris, qui est une couveuse. Je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui chez Dynamic Talk. On va parler donc couveuse ensemble, on va parler entrepreneuriat. Je pense que c'est un terme qui est peut-être pas connu ou assez connu. Et j'ai eu la chance moi d'être couvé par toi pendant 1 an. Et du coup, j'aime à dire que le petit poussin est devenu un coq grâce à la BGE, grâce à toi, grâce au fonctionnement de la couveuse. Donc c'est pour ça que je suis ravi. On va parler un petit peu plus de mon parcours pour une fois, pour avoir un exemple. Et on va bien sûr parler d'entrepreneuriat et couveuse ensemble. Donc c'est avec parti. plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une couveuse, qu'est-ce que la BGE Paris Alors déjà, la couveuse, c'est un des dispositifs de BGE Paris, parce qu'on en a beaucoup d'autres, qu'on abordera peut-être au cours de notre échange. La couveuse, c'est un dispositif qui a toujours une place assez spécifique dans l'écosystème de la création d'entreprise. Ça a maintenant 25 ans quand même, hein, donc c'est un dispositif qui a fait ses preuves et qui a pour particularité de permettre un test d'activité. D'accord, c'est-à-dire un test d'activité ça permet à un porteur de projet, c'est quelqu'un qui a un projet de création d'entreprise, donc de pouvoir tester cette activité sans avoir à s'y matriculer pendant une période déterminée, donc avant de prendre la décision de créer sa propre entreprise. Ok, alors c'est-à-dire que on peut, donc il y a une période, donc c'est 1 an, moi je suis resté 1 an, mais oui, ça peut être 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, oui, un peu plus, généralement autour d'1 an, parce que ça permet déjà d'avoir suffisamment de recul pour prendre la décision de créer ou pas son entreprise. C'est vraiment... Et la particularité de la couveuse, donc, c'est qu'on peut facturer avec la couveuse, en fait, sans créer sa société, en fait. Quand on dit tester, c'est-à-dire qu'on a la capacité de facturer un client. Absolument. Grâce à la couveuse. La couveuse, par la notion de test, ça implique que la couveuse va en quelque sorte prêter son numéro de SIRET aux entrepreneurs à l'essai, donc ceux qui intègrent la couveuse. C'est pour ça que le porteur de projet n'a pas besoin de créer son entreprise pour pouvoir aller sur le terrain, vendre ses prestations, les facturer, les encaisser à travers la couveuse. Donc c'est vraiment l'hébergement juridique déjà qui permet le test. Et après, du coup, cet argent, alors quand la personne commence son activité, donc je comprends bien le bénéfice, parce que c'est vrai que créer une société,
ça engendre un certain nombre de coûts, ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est géré par la couveuse. Et après, alors, donc, je vais générer du chiffre d'affaires, des factures, je vais commencer à vendre mes prestations, j'imagine services ou produits. Tu nous parleras un petit peu de tous les aspects, tous les différents couvées que vous avez à la BGE Parif. Et après, du coup, comment on fait pour récupérer cet argent? Alors déjà, ce qui est intéressant dans le système de couveuse, c'est que le créateur d'entreprise, le couvé, va pouvoir se focaliser sur le lancement et le développement de son activité, puisque la partie administrative et comptable est prise en charge par nos services. Donc les questions de statut juridique, d'expert comptable, etc., ça peut être mis de côté pendant cette période, puisque vraiment l'entrepreneur va pouvoir se focaliser sur vendre ses différents produits et services. Génial, parce que c'est vrai que des fois, moi j'ai vu dans l'entrepreneuriat, il y a peut-être des gens qui sont un peu trop focus sur cette question-là au début. Et du coup, la construction, la création de ton entreprise va te prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et ça alors que c'est pas l'essentiel, voilà, au final. On ne sait pas si ça va marcher, tandis que là, c'est génial. Alors du coup, en fait, on vient vous voir et on accède comme ça à une possibilité de vous créer, enfin, on peut facturer du coup grâce à vous et passer cette étape-là et aller directement tester l'activité. Oui, pendant cette période, simplement, tout le chiffre d'affaires va être encaissé sur le compte de la couveuse et on va traiter les différentes charges qui sont liées à l'activité de l'entreprise par nos comptables qui s'occupent de ça et qui vont rétribuer comme ça l'argent des différentes charges et puis à la fin du test même une rémunération si l'activité a généré un bénéfice. Ok, donc c'est-à-dire que là si je comprends bien, je vais vendre une prestation, la BGE va encaisser l'argent. Par contre, moi, je vais pouvoir vous dire, ce mois-ci, j'ai eu tant de frais de produits pour faire ma prestation, j'avais telle licence de logiciel à payer. Donc ça, en fait, ça va pouvoir être déduit tout de suite et pris en charge sur le chiffre d'affaires généré. C'est-à-dire que tous les mois, on va pouvoir faire le point sur les encaissements qui ont été réalisés, sur les dépenses professionnelles aussi qui ont été occasionnées par l'activité. Et si le compte de l'entrepreneur est positif, on va pouvoir comme ça rembourser les différentes charges, comme des notes de frais qu'un salarié pourrait avoir pour son entreprise. C'est génial, du coup on n'attend pas à la fin de l'année. En fait, tous les frais qu'on va avancer, ce qui est bien, c'est que comme on est payé, on peut tout de suite les rembourser et essayer d'avoir aussi, à la fin de l'année, on espère un petit pécule de positivité. Qui va servir à être injecté potentiellement dans la future création de l'entreprise. Pour payer les avocats, les statuts, les comptables ou les premiers frais de bureau. Absolument. Ok, ça c'est vraiment génial et ça fait 25 ans que ça existe et c'est quelque chose qui est accessible à n'importe qui, il faut être au chômage. Comment ça se passe du coup pour accéder à ça? Alors, on va accéder à ces services en y postulant quand même parce que c'est important pour démarrer son test d'activité et entrer en couveuse d'avoir quand même un projet qui soit bien établi. Donc c'est vrai qu'avant d'entrer en couveuse, on donne un dossier. J'avais complètement oublié que je l'avais fait, c'est vrai. Et pourtant, tu l'as fait. C'est vrai. Donc, un dossier qui a un petit plan d'affaires, un business plan déjà, qui va établir... J'imagine un business plan relativement léger, en fait, pas des gros trucs des fois qu'on peut vous demander avec 3 ans. Oui, c'est quand même simplifié, mais l'enjeu, c'est déjà de vérifier que l'entrepreneur est prêt à pouvoir... démarcher des clients et vraiment tester son projet et pas arriver et se poser des questions pendant plusieurs mois sur ça va être quoi mes produits, mes tarifs, mes futurs clients. Ça je trouve bien, c'est honnête parce que c'est vrai que si le projet n'est pas encore assez mature, c'est mieux de le dire à la personne et de peut-être revenir parce que j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs sessions. Tous les mois, tous les trimestres? Oui, vraiment, on peut intégrer des entrepreneurs au fil de l'eau. Donc, c'est vraiment le meilleur moment et celui où on serait quasiment prêt à créer, en fait. C'est-à-dire au moment où on est prêt à démarcher des clients, proposer ses produits et services. C'est très souple. Je ne me souvenais pas que c'était aussi souple, en fait. Oui. Et au-delà de ça, c'est aussi la couveuse, tout un accompagnement à côté. Là, on a évoqué principalement les aspects administratifs et comptables qui sont importants pour justement libérer le créateur d'entreprise de ces différentes contraintes. Mais la couveuse, c'est aussi un accompagnement qui est individuel, personnalisé.
on avait souvent des rendez-vous quand tu étais alors, en couveuse. Juste avant d'aborder toute la partie où on est vraiment couvé, encadré, donc c'est vraiment n'importe quelle personne en fait. On n'a pas besoin d'être au chômage, n'importe qui peut Alors venir, la seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas être salarié à temps plein pour rejoindre une couveuse. Parce que c'est un dispositif réglementé. C'est financé par la France, par l'Europe. C'est qui finance, qui gère ce système-là? C'est multifinancé ou... C'est-à-dire que BGE Parif, c'est une association. Donc c'est une association, nous, on est complètement indépendant. Par contre, c'est vrai que notre rôle en tant qu'association est de rendre nos services les plus accessibles à tous. Donc on met en place des partenariats avec des collectivités qui peuvent ou ont pu être la région, des agglomérations, c'était sous forme d'association, la mairie de Paris, etc., qui vont prendre en charge tout ou partie des coûts que représente un parcours en couveuse. Puisque ce qui va être notamment pris en charge, ça va être ce qu'on va évoquer sur l'accompagnement et les formations. C'est ça le gros bénéfice. Qui sont accessibles à nos entrepreneurs. Et pour la petite histoire, alors moi j'étais au chômage, je venais d'être licencié du travail où j'étais et j'ai été accompagné en fait, je pense que ça se fait encore beaucoup, par une société qui est payée, alors à l'époque c'était la NPE, et qui est payée pour, on va dire, aider les gens à retrouver du travail. Et moi, alors je me souviens pas de son nom, mais j'avais une super conseillère qui était très dynamique. Et j'avais eu un petit peu la fibre, je me posais des questions sur l'entrepreneuriat, j'avais vu une opportunité business que je voulais vraiment tester avec les tablettes à l'époque, c'était il y a bien longtemps. Et du coup, moi je me souviens très bien qu'elle m'avait parlé de la couveuse, mais de manière très discrète. Parce que j'avais compris qu'en fait, si j'allais à la couveuse, je sortais de son programme, et je pense que son entreprise gagnait moins d'argent avec la NPE. Enfin, j'avais compris que ça, elle me l'avait dit un petit peu caché, elle me dit va voir... la couveuse, voilà, mais je la remercie parce que grâce à elle, j'ai découvert BGE Parif. Et du coup, j'ai pu l'intégrer. Donc c'est vraiment, comme tu disais, c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas que des gens au chômage, c'est pas que des gens avec du CPF, c'est n'importe qui en fait peut venir vous voir, quoi. Et un tout petit instant, juste avant d'aller plus loin, si vous avez déjà appris à travers ce contenu des choses, je vais vous demander juste de liker et de vous abonner. C'est une grosse aide pour la chaîne et c'est gratuit. Allez, je vous embête pas plus, on retourne au podcast. C'est un peu notre mission chez BGE Parif que d'accueillir tout le monde, de pouvoir... Mais tu vois, moi je pensais que c'était lié à un statut de demandeur d'emploi, et en fait c'est pas du tout le cas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir des étudiants que des personnes qui ont un emploi à temps partiel. Des gens de 40 ans, 50 ans, 30 ans. On a vraiment tous les profils. C'est quoi le record du coup le record... des deux côtés. Alors la couveuse, c'est à 25 ans, donc j'ai pas été là toujours. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer... Mais de souvenirs j'ai eu quelqu'un de 62 ans qui a intégré la couveuse, qui était jeune retraité et qui n'avait pas envie d'arrêter de travailler. Et on peut avoir des jeunes d'une vingtaine d'années qui sont en train de poursuivre leurs études. Alors je sais que j'avais déjà eu une demande de quelqu'un qui avait 16 ans, je crois. 16 ans, Alors, je crois pas qu'elle nous avait rejoint, mais on s'était renseigné à partir de 16 ans, non, c'est 18 a priori, ans oui. Si je me souviens bien, c'était possible. Mais c'est formidable. Mais on a de plus en plus d'étudiants qui souhaitent nous rejoindre. Des side projects un petit peu, des idées. Oui, et puis qui peuvent aller loin aussi. Donc c'est intéressant justement cette diversité de profils, parce qu'on a des personnes qui sont attirés par l'entrepreneuriat pour des raisons très diverses. Ça, on en parlera aussi de la diversité des profils, parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qu'il n'y a pas vraiment de profil type pour la réussite d'entrepreneuriat. Et alors, parlons ensemble de l'accompagnement. Moi, je peux dire et vraiment témoigner que la couveuse, pour moi, je pense que ça a un fort impact, parce que ça nous responsabilise, parce que tu vas nous expliquer que c'est vrai qu'on voit notre conseiller au moins une fois par mois, en fin de mois, et ensemble on va faire un point sur les ventes, où on en est dans le projet. Grâce à vous, on fait la compta aussi. Je pense qu'on est obligatoirement assidu sur la compta, parce qu'on a des frais, on veut se les faire rembourser.
on a commencé à facturer. Donc il faut ensemble qu'on mette vraiment nickel toute la partie comptable. Et cette forme de répétition sur 6 mois, 1 an, en fait, je pense que c'est vraiment génial parce que ça permet vraiment de donner un cadre aux gens et d'avoir comme ça une sorte de régularité et commencer à rentrer dans le système, dans un moule où on se dit que c'est hyper important. Tous les mois, il faut checker les chiffres. Et il y a aussi les formations. Donc, explique-nous un petit peu mieux que moi, toute cette partie-là, accompagnement, en fait, qui est on va dire, le point clé de BGE Parif, de la couveuse. Comme tu le dis, c'est des points qui sont intéressants et qui responsabilisent parce que le rôle du conseiller ne va pas être de prendre la main sur le projet, mais au contraire de donner toute son autonomie à l'entrepreneur. Et je pense qu'on est redevable aussi. Enfin, on a quelqu'un à qui on doit rendre des comptes. Je pense que ça, c'est hyper bien aussi, entre guillemets. Enfin, c'est peut-être mal dit, mais je veux dire... je vais le reformuler, c'est-à-dire que on est là à un moment donné aussi pour faire effet miroir. Et la personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est déjà à toi-même. Ouais. Quand on a quelqu'un qu'on doit voir en rendez-vous, tu vois, je pense que ça a encore plus d'impact que... Oui, parce que c'est un moment où on est obligé de sortir la tête du guidon en tant qu'entrepreneur, parce que quand on crée son entreprise, on a 1000 choses à faire un peu dans tous les sens. On peut avoir tendance à s'éparpiller, à perdre aussi un peu les priorités de vue. Et donc, c'est un moment où on se met face à soi-même aussi, même si c'est le conseiller qui joue ce rôle-là. Mais c'est là où ça a toute son importance. Bien sûr, le conseiller va guider l'entretien, etc. Mais c'est déjà vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est tous les mois, quoi qu'il arrive, tous les mois, même si j'imagine il y a un conseiller qui est malade, hop, un autre conseiller prend le relais, mais c'est le même conseiller. Oui, alors c'est le même conseiller parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée. Le conseiller, il apprend à connaître l'entrepreneur et vice-versa. Donc il y a cette relation-là qui existe. Et j'imagine qu'il y a des conseillers peut-être un peu spécialisés dans plus ou moins certains domaines. Oui, c'est vrai qu'on a pu avoir des antennes un peu spécifiques sur des secteurs d'activité. Donc, ça permet aussi d'avoir des conseillers qui sont plus affirmés dans certains domaines parce qu'on n'accompagne pas forcément tous les secteurs d'activité de la même manière. Pas les mêmes enjeux. C'est ça, c'est-à-dire quand des activités très classiques et d'autres qui vont être... dans l'innovation, dans l'artisanat d'art ou des activités qui vont avoir des impacts sociaux ou environnementaux, il peut y avoir aussi des méthodologies un peu différentes. On a du stock, on doit acheter des produits. Oui, c'est ça. Il y a d'autres enjeux aussi. Absolument. Il faut faire attention, ok. Et alors, il y a toute la partie conseil, là, on comprend l'intérêt, parce que vraiment, je pense que tu l'as bien dit, vous allez nous pousser... Vous allez nous faire nous questionner, vous allez nous faire une certaine réalité des chiffres aussi. Quand on les voit ensemble, on ne peut pas se voiler la face. C'est-à-dire qu'on est très attaché à la notion d'objectif. C'est-à-dire que l'enjeu de ces entretiens et de notre accompagnement, c'est principalement de remettre les objectifs clés de l'entrepreneur à leur place. Pour que celui-ci soit toujours guidé par ce qui va être le plus pertinent et le plus efficace pour faire avancer son projet. Parce que quand on démarre son activité, on peut être assez vite confronté à des difficultés, etc. Et puis comme je le disais, on a tellement de choses à faire dans tous les sens qu'on peut aussi, en tant qu'entrepreneur, avancer dans une direction qui est plus confortable, dans laquelle on est le plus à l'aise ou qui est la plus valorisante, etc. Alors qu'il faut vendre, il faut avoir les chiffres en tête, il faut... Et donc on est là aussi pour remettre en phase les priorités et les objectifs de l'entrepreneur pour qu'il puisse lui-même prendre le chemin le plus adéquat pour tester et développer son activité. D'accord. Et il y a une grosse partie du coup après formation. Oui. Et ça, pareil, je peux en témoigner parce que je recommande à tout le monde vraiment qui est dans l'entrepreneuriat d'aller checker le site de la BGE Parif et de regarder toutes les formations parce que aussi les gens extérieurs à la BGE peuvent venir faire les formations, c'est toujours possible. Il y a pas forcément de gens extérieurs à BGE puisque c'est ouvert à tous. Mais en tout cas, je me souviens qu'on peut payer pour faire les formations si on n'est pas couvé en fait. Alors voilà, c'est-à-dire que on a des dispositifs qui peuvent prendre en charge des formations. Donc,
on a plein de possibilités différentes pour que un porteur de projet... C'est ça qui est pas du tout. bien, ouais, dans nos formations, on va monde, retrouver des entrepreneurs de la couveuse, mais aussi des chefs d'entreprise, des personnes qui sont en phase d'étude de leur projet. Et donc, on a un public assez diversifié. Ouais. Et je tiens à préciser aussi que les formations, tu vas nous en parler un petit peu plus précisément, mais c'est surtout, moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est très compact, c'est très pratique. Il y a de la théorie, bien sûr, mais c'est vraiment très travaux pratiques. Et surtout, quand on commence à découvrir un petit peu le monde de l'entrepreneuriat, aussi le monde du chômage, le monde des formations, on se rend vite compte que, par exemple, on essaye de nous pousser des formations de 400 heures, de 500 heures, pris en charge par l'État, par l'Europe. Et moi, j'ai beaucoup vu ça, en fait. On va te pousser à faire le maximum d'heures finançables par l'État, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin, en fait. Oui, ou par le CPF, parce que il y a eu aussi parfois des dérives où on était appelé toutes les 3 fois par jour pour utiliser son CPF, etc. Et alors que là, vous, ce qui est bien, c'est que c'est des formations courtes, 1-2 jours, plusieurs demi-journées. Et comme je disais, il faut vraiment faire attention aux formations longues. Moi, j'ai vu des entrepreneurs, au lieu de lancer leur activité, au lieu de tester, ils font des formations qui durent des mois. Et je pense que c'est intéressant des fois d'avoir ce type de formation, mais je pense que c'est encore plus intéressant de tester son activité tout de suite, de lancer dans le bain, parce que la théorie, c'est bien, mais après, si on veut confronter son idée, voir si on peut le faire, il y a rien de mieux que la pratique. La pratique, oui, c'est pour ça qu'on le met au cœur de nos formations, parce que oui, on apporte une méthode, des outils, etc. dans les formations, mais l'intérêt de celle-ci, c'est que l'entrepreneur puisse ressortir avec des outils personnalisés qui ressortent de là avec et qu'il est déjà expérimenté la rédaction d'une plaquette, d'un argumentaire commercial, son propre prévisionnel financier, que ce soit tout de suite exploitable par l'entrepreneur, parce que on n'a pas le temps quand on est entrepreneur, il faut avancer. Et donc oui, il faut développer ses compétences, parce que être entrepreneur, c'est plus être seulement technicien de son activité, mais c'est aussi gérer son entreprise, communiquer, faire des contrats, gérer son budget, etc. Donc, il faut trouver cet équilibre entre l'efficacité, la rapidité de l'apprentissage, et puis trouver le niveau de base nécessaire et suffisant qui va permettre à l'entrepreneur d'être le plus autonome possible et d'avoir un regard à 360 degrés sur son activité. Exactement, et c'est vrai que le côté pratique, maintenant que tu me le dis, moi j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Je pense que j'avais fait la formation commerciale. Je me souviens qu'on écrivait notre pitch, après on le testait devant les autres, et ça c'est génial parce qu'on a le retour direct du formateur, des autres personnes, comme c'est un panel très large, tu l'as dit, des gens qui sont couvés ou des gens qui viennent à la formation, et on a tout de suite des retours de quelqu'un qui a 60 ans, quelqu'un qui a 20 ans, femme, homme, tout milieu. Oui, du et coup, puis ça permet de bien tester en fait. Ce qui est intéressant à travers ça, comme tu le dis, c'est le formateur, mais aussi les autres entrepreneurs. Et donc, c'est des personnes qui sont extérieures à ta vie privée, qui n'ont pas d'enjeu relationnel avec toi, et qui sont donc objectifs, le formateur, ton conseiller, etc. Tu peux penser que ton pitch est génial, tu vas le pitcher, les gens vont te dire non. C'est ça, si tu vas pitcher devant ta conjointe, tes parents, ta famille, tes amis, etc. Il y a un biais affectif forcément où on va toujours te dire c'est génial, ou alors au contraire, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais professionnel, parce que les gens peuvent être au courant de certaines choses. Si tu le pitches à des gens qui sont pas du tout ton milieu professionnel, ça permet de voir si on est compris de tous aussi. Ouais. Et ça, c'est vraiment... je crois que je les ai repris en photo quand je suis venu. Il y a 6 ou 7 formations qui sont, je pense, régulières. Et puis peut-être après, j'imagine que vous avez fait évoluer en fonction de l'évolution du marché, des méthodes de communication. Il y en a même un peu plus. Mais évidemment, il y a des formations assez centrales. Tu parlais justement... la partie commerciale.
créer son entreprise. Est-ce que c'est obligatoire d'ailleurs qu'on est couvé, ou alors je pense que le conseiller doit vraiment faire le forcing pour certaines formations, j'imagine? Non, c'est pas obligatoire, mais ce qui est important, c'est que le couvé adhère aux formations qu'il va suivre et qu'elles soient pertinentes pour lui. Ouais. Le but du jeu, c'est pas qu'il fasse le maximum de formations. D'heures. Et d'heures, au contraire, il faut vraiment sélectionner les formations qui vont t'apporter les compétences dont tu auras besoin pour développer ton activité. Donc ça, c'est un échange entre le conseiller et le couvé pour trouver justement les compétences clés qu'il va devoir développer pour réussir. Mais c'est vrai que moi, j'avais fait compta, elle était géniale, je crois que c'était 4 demi-journées. Ouais, c'est sur 2 jours. Et on avait du boulot et j'ai jamais... Enfin voilà, je peux le dire, hein, vraiment, je pense que ça bat tous les cours. Alors en ligne, en plus, attention, YouTube, c'est génial. Moi, j'utilise beaucoup, mais il n'y a rien de vaut un vrai formateur, une méthodo, d'être assis dans une classe. Oui, puis d'avoir une émulation collective aussi. Voilà, pouvoir poser des questions, émulation collective. Parce que c'est pas forcément sexy, la compta, à la base, hein, quand on vient pas du milieu. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important. Commercial, je pense que c'est hyper important. Il y a tout ce qui est marketing, réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une formation qui a peut-être dû prendre de l'ampleur encore. Absolument. Je pense qu'elle était toute nouvelle quand j'étais à la couveuse il y a 10 ans. Ouais, on l'a développé encore depuis. J'imagine que ça doit être bien développé. Donc ça, c'est vraiment génial. On a accès à toutes ces formations dans la couveuse. Oui, c'est vraiment pour apporter les bases qui sont indispensable pour tout chef d'entreprise et équiper l'entrepreneur des compétences qui seront nécessaires. Donc, effectivement, le conseiller ne va pas faire le forcing, mais il va surtout mettre en lumière les compétences clés dont il aura besoin plus tard pour pouvoir réussir. Savoir gérer, savoir communiquer, savoir prospecter, vendre, etc. C'est pas des choses qui s'inventent. Et donc, c'est pour ça qu'on va apporter ces outils et ces compétences pour les entrepreneurs. Ouais, c'est génial. Et c'est vraiment donc des formats courts, très pratiques, et c'est pas des centaines d'heures à regarder. Et surtout sortir de là avec des outils très concrets qui vont te servir dès le jour même presque. Je pense que vous êtes bien équipé parce que comme tu dis, ça fait 25 ans que ça existe. Donc je pense que vous avez eu le temps de bien peaufiner tout ça, de bien ajuster au cours des années. Ouais. La couveuse, parce que BGE, ça fait même 45 ans que ça existe. Ouais, ah oui, d'accord, ouais. Donc c'est pas récent. Et du coup, on entend beaucoup parler de pépinières. Je pense qu'avec tout l'essor des startups, l'entrepreneuriat, je pense que ça a commencé avec l'auto-entrepreneur, ce statut qui a été créé. Et j'ai l'impression que même maintenant, mais même peut-être trop des fois, il y a l'entrepreneuriat qui est mis sur un piédestal ou qui est très poussé sur les réseaux, par exemple sur LinkedIn ou aussi sur Instagram. Alors ça, j'en parle, mais c'est peut-être du mauvais côté de la chose où on te vend un rêve de devenir entrepreneur, un métier que tu apprendrais en 2 mois en payant une formation, pas du tout par une association, mais par quelqu'un qui veut se faire des sous. Donc ça, bon là, je dévie un petit peu, mais c'est vrai que la couveuse, donc c'est vraiment le premier truc qu'on pourrait faire. Et après, par exemple, il y a une pépinière où une fois qu'on est suivi en couveuse, on peut peut-être par exemple intégrer une pépinière. Mais vraiment, la couveuse, ce qui est beau et intéressant, c'est que c'est vraiment le tout début, quoi. C'est vraiment là où tout commence, en fait. Oui. C'est vrai qu'il y a des dispositifs qui sont complémentaires en fonction du niveau d'avancement de son projet, de son entreprise. La couveuse, on est sur un hébergement juridique, comme je le disais, vraiment pour tester. Et c'est adapté à énormément d'activités. Là, sur la pépinière, ça va être un hébergement physique pour des jeunes entreprises à qui on va louer des locaux, alors généralement avec un loyer modéré et avec un partage, on va dire, de services qui va aussi permettre d'avoir des services à prix réduit. Et puis aussi, il peut y avoir des services de développement, une animation, etc. Et moi, alors en ayant gravité dans les pépinières, en ayant été moi-même en pépinière, je trouve qu'il n'y a pas du tout le même accompagnement en fait que la couveuse. Je pense que la pépinière, alors après, c'est pas les mêmes enjeux. Voilà, j'imagine que c'est différent selon les pépinières. C'est pas les mêmes enjeux. Et moi, j'ai regretté. Je me disais quand j'étais arrivé en pépinière, je me disais où est mon conseiller, comment je peux avoir de l'aide. Oui, c'est-à-dire que c'est des services qui ont des vocations différentes. Une pépinière, son enjeu, c'est
permettre à des entreprises de s'installer, d'avoir des locaux à loyer modéré. C'est comme ça que tu peux voir et identifier. Vous, je pense que vous êtes content si les gens restent 6 mois. Hop, ça y est, tout de suite, des fois, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Et après, vous les orientez peut-être dans différentes structures, partenaires que vous connaissez. Déjà, chez nous, on a d'autres services pour les jeunes entreprises, puisqu'on peut... On peut suivre un entrepreneur sur ses 3 premières années d'activité et même au-delà. En tout cas, on a des prises en charge pour les jeunes entreprises. Donc, une fois que cette relation a été créée, souvent, les entrepreneurs qui ont créé en sortant de chez BGE reviennent nous voir quand ils vont avoir une problématique de développement ou autre. Ok, alors ça, c'est un autre dispositif ou c'est quelque chose, il y a un nom pour ça c'est un programme qui s'appelle Entrepreneur Leader, qui est un programme régional qu'on partage... avec d'autres structures comme les CCI, les CMA, et qui est déployé sur toute l'Île-de-France. Donc, alors je me permets de dire aussi, je connais bien la CCI, j'étais accompagné aussi par la CCI, et je recommande vivement, pareil, la CCI, vraiment c'est incroyable en France, tous les services qu'on peut avoir, les associations comme BGE Paris, il faut vraiment pas hésiter à aller toquer aux portes et vraiment s'en servir. Et donc entrepreneur leader, c'est un peu l'étape après la couveuse. Ça peut être l'étape avant la couveuse, puisqu'il y a 3 phases à ce programme régional. La première qui permet de monter son business plan, mais aussi de vérifier qu'on a les capacités à créer son entreprise et ensuite à la développer. Donc il y a une première phase qui est constituée de rendez-vous individuels. Donc là, on va travailler le business plan, l'adéquation entre la personne et son projet. Donc là, il y a une dizaine d'heures d'accompagnement qui sont prises en charge par la région notamment. Et puis la phase 2 qui est une phase de financement. Donc là, c'est des partenaires du financement comme Initiative France, France Active, l'ADI, le réseau Entreprendre, qui là va permettre notamment d'emprunter plus facilement de l'argent, si je peux le résumer comme ça. Et la 3e phase, c'est pour les jeunes entreprises qui ont jusqu'à leur 3e anniversaire accès encore à du suivi pour justement s'adapter entre le projet qu'on avait et puis la réalité du terrain. C'est récent ça, Entrepreneur Leader ou... Alors moi, je l'ai pas fait, alors je me dis pourquoi je l'ai pas fait. Ça date de 2017, donc... 2017, c'est pour ça que je l'ai pas fait, donc voilà, c'est relativement récent. Et ça, c'est l'initiative de BGE Paris et de la région Île-de-France. Vous vous êtes dit, là, on pourrait faire encore quelque chose. On a fait équipe parce que l'idée de la région, c'était de faire en sorte que tout francilien ait accès à ces services d'accompagnement avant la création et de suivi post-création pour les jeunes entreprises. Et donc, on s'est allié avec nos partenaires que j'évoquais précédemment pour déployer une offre sur toute la région, que chacun, que tu sois dans le Vexin, dans le sud de l'Essonne, en Seine-et-Marne. C'est que en Ile-de-France, Entrepreneur Leader? Absolument. Chaque région a des dispositifs. Donc il faut que les gens aient l'envie de se renseigner, même si on n'est pas à Paris. Il y a sûrement un dispositif qui existe. C'est hyper accessible, puisqu'en fait... quelqu'un qui va vouloir être accompagné pour monter son plan d'affaires, ça va lui coûter 75 €, voire 0 en fonction de sa situation. Comme tu le disais aussi, c'est pas des 180 heures, c'est des choses vraiment concrètes. Et puis c'est du face-à-face, c'est ultra personnalisé. Ça, c'est génial. Le but du jeu, c'est vraiment d'accompagner la personne dans l'analyse de son projet, vérifier que les conditions de faisabilité sont réunies, choisir le bon statut juridique à la fin, c'est souvent avec ce sujet-là qu'on vient nous voir, mais en tout cas, voilà, on le traite aussi. C'est intéressant parce que vraiment, je te disais, il y a des gens, je pense, qui perdent trop de temps sur ces questions-là, en fait, qui, des fois, alors, sont peut-être mal conseillés ou vraiment perdent beaucoup trop d'énergie à la création. Autant être accompagné par des professionnels, en plus des professionnels c'est financé, comme tu disais, par différents organismes, la région, enfin voilà, ça évite de dépenser beaucoup d'argent au début. Quand on crée une société, on en a peu, on a beaucoup de questions, et du coup, autant aller voir des gens dont c'est le métier, qui font ça tout le temps, et qui ont, je pense, voilà, une vraie valeur ajoutée en termes de conseils, et qui ne sont pas forcément à but lucratif, rémunérés par des heures de je sais pas quel organisme qui paye, ou l'État, en fait. Non, c'est vraiment génial. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs comme ça d'accompagnement à la BGE Paris?
Oui, bah, on a différents dispositifs qui vont répondre à des besoins différents, Ok. à des publics différents aussi. Euh, je peux citer par exemple le générateur à impact, qui est un incubateur de projets à impact sociaux ou environnementaux, Ok. puisque on a de plus en plus de porteurs de projets qui viennent avec ce type de projet. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'étais à la BGE, il y avait peut-être un tout petit peu. Et là, maintenant, donc c'est... Explique-nous Ça déjà se un développe. incubateur. Qu'est-ce que c'est, du coup, un incubateur Un incubateur, c'est généralement un dispositif qui va être spécialisé sur un secteur d'activité Ok. et qui va permettre d'apporter des services très spécifiques pour des porteurs de projets ou des entreprises d'un domaine pour les aider dans leur émergence ou dans leur croissance. Ok, comme ça, il y a une sorte d'émulsion parce que Oui. c'est le même secteur, ils se comprennent un peu mieux. C'est des sessions, une sorte de classe ou enfin comment Oui, c'est un peu ça c'est-à-dire l'idée, qu'on a des promotions, Ouais. on va réunir une petite dizaine d'entrepreneurs qui vont avoir pour mission principale de contribuer à résoudre une problématique sociale ou environnementale. Ok. Et donc on a un programme étape par étape qui va leur permettre de faire émerger leur projet et de déployer une stratégie de lancement et de développement de leur activité. Ok, ça c'est génial. Alors ça, vous avez remarqué qu'il y avait de plus en plus ça Ouais. et qu'il y avait un besoin d'accompagnement sur mesure, j'imagine, bien spécifique. Pour moi, l'entrepreneuriat, Ouais. c'est l'art de répondre à un besoin, Ouais. en quelque sorte. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a des enjeux climatiques, sociétaux, qui sont importants. Et donc, des entrepreneurs prennent ces sujets à bras-le-corps. Et c'est important de leur donner un petit coup de pouce et de C'est ça, les et aider, les accompagner. Ouais. c'est arrivé avec des modèles alternatifs qui vont être plus respectueux de l'environnement, qui vont contribuer à résoudre des inégalités, etc. Ok. Donc c'est des modèles économiques qui peuvent être aussi un peu plus complexes à mettre en place, Ouais, ça j'imagine. Ouais, et qui c'est ont vrai. d'autant plus besoin d'être accompagnés, d'avoir... Moins générateur de chiffre d'affaires peut-être au début ou moins avec cet objectif de générer du business, de générer Alors du chiffre justement, d'affaires. c'est vrai que généralement ces entrepreneurs sont moins à la recherche du chiffre d'affaires pour le chiffre d'affaires. Ici, ça va être plus un moyen qu'un objectif. Donc c'est D'atteindre pour ça un but. aussi qu'on travaille beaucoup cet aspect du modèle économique, parce Ok. que s'il n'y a pas de modèle économique, l'activité ne va pas pouvoir durer. C'est vrai. Donc c'est réussir à trouver cet équilibre entre la recherche d'un modèle économique et l'atteinte des objectifs d'impact qui sont ceux des entrepreneurs en question. Ouais, ça met peut-être plus de temps pour eux, en fait, à Ça trouver peut mettre plus de temps, cet ouais. équilibre, mais après, ça peut avoir un impact fort sur Absolument. la société, sur le domaine public, sur le bien-être général, en fait. Et donc là, on est en fait face à une réponse de cette demande croissante de la part des entrepreneurs qui toquent à notre porte, mais aussi celle des collectivités qui ont aussi envie d'impulser ça sur leur territoire, Ouais. comme ça peut être le cas de la mairie de Paris, avec qui on a lancé cet incubateur-là, qui est sensible au développement de ce genre de projet. Et donc, nous, on est l'intermédiaire entre ces politiques publiques d'une part et la demande Oh, c'est de génial, ces ouais. nouveaux entrepreneurs d'autre part. Donc, on innove comme ça constamment C'est vrai, pour ouais. répondre au mieux aux nouveaux besoins, puisque depuis 45 ans, il faut régulièrement se remettre en question J'imagine, ouais. pour, Ça, c'est- pour répondre au mieux à ça. C'est bien ce que j'entends, parce que comme tu dis, remettre en question, je pense que si les collectivités vous choisissent, c'est que vous avez une réelle expertise, un vrai savoir-faire, et du coup, ça, je pense que c'est très gratifiant, je pense, et ça peut prouver aussi aux gens l'intérêt de BGE Paris, voilà, de cet organisme. Et là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est savoir, est-ce que tu as des chiffres un petit peu, nous dire quel pourcentage maintenant ces projets entrepreneuriat sont liés à la RSE? C'est encore peut-être trop récent, ou vous avez une petite idée maintenant si c'est un quart, un tiers des projets qui vient ou Alors, on n'est quand même pas encore sur ces ordres de grandeur-là, pas encore, chez ouais. BGE Paris, parce que, comme je te le disais, on accueille vraiment tous les porteurs de projets, quel que soit leur projet. Mais c'est bien, alors c'est peu, mais vous avez quand même déjà créé carrément quelque chose dédié, quoi, en fait, Oui, pour pousser. Ouais. on a cette activité dédiée. Et maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aussi impulser cette démarche. C'est-à-dire qu'on va plus seulement répondre aux demandes des entrepreneurs, mais on va aussi créer des ateliers pour, Donc, vous avez communiqué et pour puis pousser, dire, en fait, avoir un modèle plus responsable, plus vertueux, c'est possible
pour tout un tas d'activités. Donc on va créer des ateliers qui seront ouverts à tous pour dire bah tiens, comment pour moi développer ça, pour donner envie. Oui, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on peut entreprendre un peu différemment. Et donc on va travailler ça, on va mettre en place ces ateliers là dans les semaines à venir pour que n'importe quel entrepreneur que ça intéresse de réfléchir sur comment contribuer à ces enjeux environnementaux ou sociaux puisse se poser ces questions dès le début sur comment je vais intégrer dans mon modèle économique, dans mon offre, dans mon produit, dans ma clientèle, etc. Des aspects qui vont... c'est génial, vous avez vraiment communiqué, ça, vous avez carrément créé des vocations aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui hésitent et qui vont être touchés par... c'est-à-dire que... Qui vont connaître ce programme. Voilà, quand on va créer son entreprise, on peut déjà être un peu focalisé sur comment je vais réussir déjà à avoir suffisamment de chiffre d'affaires. Et même si on est déjà sensible à ces questions sociales et environnementales, c'est pas toujours la première question qu'on va se poser. Pour autant, on peut y être sensible. Et donc, c'est surtout apporter une réponse à comment... facilement ou apporter des réflexes, des partenaires, des choses qui vont pouvoir accompagner cette envie. Là, tu m'as dit, c'est un nom de ce programme C'est le générateur à impact. Générateur à impact, ok, super. Et donc, c'est assez récent Oui, ça a 3 ans maintenant. 3 ans, ouais, donc, on a eu plusieurs promotions. On est à la 8e promotion. 8e promotion déjà, on fait quasiment tous les trimestres. Génial. Et je vous interromps un tout petit instant encore. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail. Et surtout, si vous voulez voir d'autres épisodes. Et ça a de plus en plus de succès. Ouais, c'est super. Ça, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Et que vous ayez cette capacité comme ça d'adaptation, ça, c'est vraiment top. Parce que ça veut dire que dans 5 ans, 8 ans, il y aura peut-être des promotions dédiées à l'IA, dédiées à d'autres choses. Enfin, voilà, on ne sait pas ce qu'il y aura. Donc ça, c'est vraiment bien. Que ça reste pas... reste pas figé, en fait, que vous évoluez comme ça. Je trouve ça vraiment super. Et du coup, moi, j'aimerais savoir un petit peu le profil des conseillers. En fait, là, ta collègue qu'on a croisée juste avant nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été couvé, qui est devenu conseiller. C'est quoi un petit peu le profil d'un bon conseiller comment on vient à ça Alors, on a des conseillers qui viennent d'horizons assez différents, en fait. Même si, depuis quelques années, il y a quand même des filières dans les universités ou dans les écoles qui mènent vers l'entrepreneuriat ou ces métiers de l'accompagnement. Voilà, on a des conseillers, ou comme moi-même, qui venons d'autres horizons. Moi, je viens... par exemple, de l'économie et de la finance. D'autres ont pu avoir des activités commerciales, de gestion, de comptabilité, de marketing. Ça, c'est génial. Vous avez autant de profils, en fait, et ça vous sert après pour mieux conseiller. Ça enrichit forcément l'équipe, parce que nos conseillers, il y a une émulation aussi collective dans nos équipes. Ça, et je crois que je l'avais ressenti, c'est que même entre vous débattez, vous conseillez sur les projets. Enfin, il y a un vrai suivi, quoi, en fait. C'est vraiment... C'est ça. Et puis, chacun va aussi avoir ses spécificités, ce qui peut les conduire à animer aussi telle ou telle formation dans laquelle ils ont un domaine d'expertise spécifique. Comme ça, vous répartissez aussi les gens qui arrivent selon les promotions, j'imagine. Oui, et puis, comment dire, c'est-à-dire qu'on intègre aussi les conseillers qui nous rejoignent avec notre méthodologie. On les forme aussi en interne en fonction des points clés qu'ils doivent travailler pour avoir un regard global. Donc il y a aussi cette marque BGE que chacun intègre dans son accompagnement à travers nos méthodes et nos outils. Ok, c'est top. Et on va là, il y a beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité des profils, que ce soit à travers les conseillers, mais alors aussi maintenant à travers les couvées, en fait, à travers les bénéficiaires, les gens qui viennent. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des profils, nous dire s'il y a un profil type? Ou si au contraire non, il y a 0 profil type, il y a de tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les gens qui viennent se faire accompagner Il y a vraiment tous les profils. Ouais. Depuis 2 ans, on a passé, si je me trompe pas, la barre du 1 million de créations d'entreprises annuelles. Annuelles. En France. Ah oui, en France, ok, ouais. Donc
Wow. c'est énorme. Bah ouais, je pensais pas que c'était autant. Ouais. Ça veut dire que ça touche tout le monde. Ouais, c'est clair. Et donc, on a des profils très différents. Comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a plein de raisons différentes d'arriver vers l'entrepreneuriat. Ouais. En termes de profil, comme je disais, on peut aussi bien avoir des étudiants que des jeunes retraités, des cadres qui ont envie de changer de vie, des personnes qui ont des difficultés à retourner à l'emploi, donc qui vont vouloir créer leur propre emploi. Comme je le disais, il peut y avoir... Ça peut être bien et pas bien, non? Parce que si on a besoin d'un salaire tout de suite, créer son entreprise, des fois c'est intéressant, mais alors j'imagine que des fois aussi, à travers le processus de recrutement, vous leur conseillez plutôt peut-être de retrouver un autre emploi avant, ou ça dépend des projets. Il y a toute cette phase-là de sélection aussi, où je pense que vous dites les choses et Bien sûr. vous aidez les gens à trouver leur voie. C'est-à-dire qu'on ne cache pas l'aspect financier, au contraire, c'est une clé de voûte très importante pour la pérennité d'une activité. Ça peut peut-être des fois un peu trop enjoliver sur certains réseaux ou à travers certaines formations qu'on essaie de vendre. J'imagine que vous faites le travail de dire les choses vraiment et d'expliquer ça aux gens. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment l'aspect financier à la fois du projet et puis le confronter aussi aux réalités de la personne. Ouais. C'est-à-dire, d'ici combien de temps vous auriez besoin de gagner votre vie à travers votre projet. On va faire des projections financières aussi différentes. Vous avez de côté? Est-ce que vous avez un financement? Oui, c'est ça, pour aider l'entrepreneur dans sa prise de décision, si c'est le bon moment ou pas de créer son entreprise ou si... Parce qu'après, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez faire revenir les gens après, leur dire reviens dans 6 mois, reviens dans 1 an. BGE est ouvert à tout, ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à créer son entreprise tout de suite, mais en tout cas, tout le monde a le droit de venir... analyser son projet, ça, c'est super, développer ses compétences et prendre la décision de créer ou pas si les conditions sont réunies. Et depuis 10 ans maintenant, 10-15 ans, depuis que tu es dans le réseau de l'entrepreneuriat BGE, est-ce que tu as vu une évolution des profils? Cette diversité-là, elle était tout le temps là? Ou est-ce qu'il y a eu une évolution un petit peu dans les profils que tu as vu arriver dans les différents suivis que vous avez? Ouais, c'est en termes de profil, peut-être plus de jeunes qu'à une époque. Comme je le disais, des étudiants qui n'ont pas fini leurs études et qui... il y a 10 ans, il y avait zéro, quoi. Peut-être moins. En tout cas, c'est vrai qu'aussi, depuis cette période, il y a aussi des dispositifs au sein des universités, des écoles qui ont émergé, qui se sont développés. Donc ça permet aussi de plus communiquer avec les étudiants, par exemple, sur les possibilités de devenir entrepreneurs. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent, ils ont de plus en plus envie de créer leur entreprise. Et le rêve d'un étudiant, qui soit à l'université ou à l'école, c'est plus forcément de rejoindre un grand groupe. C'est ce que je m'étais dit aussi dans les grandes écoles de commerce. Je pense que les grands groupes qui se servaient de ce vivier un peu de manière automatisée, je pense à une certaine époque, là, ils doivent donc maintenant un petit peu parce que... mais ils créent aussi leurs propres incubateurs, donc c'est aussi un moyen de convertir ses talents vers d'autres activités et de rester aussi potentiellement en lien avec eux. Ok, plus de jeunes, et donc comme tu me disais, vraiment tout type de projet... tout type sociaux, voilà, c'est vraiment très diversifié. C'est aussi le développement de projets à impact sociaux et environnementaux, parce que dans ces motivations à entreprendre, il y a aussi la quête de sens. Dans mon quotidien, à quoi je mets à profit mon travail chaque jour, et j'ai besoin de plus en plus que ce que je fais au quotidien ait du sens pour moi et pour l'environnement. Ouais, et ça, c'est vrai qu'il y a 15 ans, 10 ans, ça devait pas être aussi développé, les gens ne devaient pas se demander autant. C'est-à-dire que ces questions sociales et environnementales aussi, principalement, sont quand même de plus en plus intégrées. Ça, c'est des bonnes nouvelles hein. Pour nous, franchement, ça c'est vraiment c'est intéressant. Et je voulais te poser une autre question, c'est quel type d'entrepreneur, et du coup est-ce qu'on arrive à définir un profil type qui va forcément mieux réussir qu'un autre? Est-ce que à travers l'expérience à la BGE, vous avez réussi à identifier un schéma comme ça, une typologie de personnes qui seraient plus enclins à réussir que d'autres? Ou à l'inverse, c'est vraiment
C'est vraiment la loterie, quoi. Est-ce que... Alors la loterie, non. Ouais. Mais par contre, accompagner des entrepreneurs pendant des années, ça apporte une certaine modestie par rapport aux pronostics qu'on peut faire. Ouais. Parce que on peut partir avec beaucoup d'atouts. Et si on manque un peu de persévérance ou si on manque de confiance en soi, etc., finalement, le projet peut aussi rapidement s'arrêter. Et à contrario, quelqu'un qui va s'adapter, apprendre, persévérer, etc., qui avait peut-être moins d'atouts à la base, finalement, en fait, peut tout à fait réussir. Okay. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est aussi, pour moi, un enjeu de société qui donne sa chance un peu à tous, du moment aussi qu'on toque aux bonnes portes, qu'on se remet en question, qu'on apprend, qu'on s'entoure correctement, etc. Okay. Ça peut permettre à tous de réussir. Ok, c'est intéressant de voir qu'alors du coup il n'y a pas un profil mais plutôt une méthodologie, un état d'esprit, un travail à fournir qui lui permet en fait d'avoir plus de chances de réussir en fait. Bien sûr. C'est ça, ouais, ok. Et je crois savoir aussi que vous avez des formations liées à la prise de confiance en soi, oui. ce genre de choses. Donc voilà, c'est ça qui est vertueux avec la BGE, c'est que vous avez identifié un besoin et vous avez une formation qui Absolument. Parce que quand je parlais de compétences, c'est pas seulement savoir faire des tableaux de chiffres, savoir faire un argumentaire ou faire le meilleur poste. Ou de faire un produit, c'est pas... Pour moi, la première barrière d'un entrepreneur, c'est celle qui va se mettre lui-même. Vraiment, c'est-à-dire que dans tous les accompagnements que j'ai pu faire, la question c'est quelles sont les croyances limitantes que l'entrepreneur a sur lui-même. Ouais, dans son cerveau. Et c'est vrai qu'il y a ce sujet un peu du syndrome de l'imposteur qui existe et qui met beaucoup de freins finalement. J'aime pas ce mot, mais c'est vrai que je le vois qu'il y a des... C'est vrai je vois beaucoup de gens... Quel mot tu n'aimes pas ? Le syndrome de l'imposteur, mais après c'est bien de mettre une expression sur quelque chose, mais c'est vrai que moi je le vois avec les jeunes que j'ai à l'agence, au studio, c'est vrai que souvent on répond pour les autres. On va dire non, il veut pas ça. Je dis mais est-ce que tu lui as demandé au client s'il serait pas enclin à faire ça ? Il dit non, mais alors pourquoi tu réponds à la place de la personne ? Le VTC que j'ai pris ce matin, il a une Tesla pour pas la citer, il voulait faire VTC de luxe et il me disait qu'il réussissait pas. Je disais mais t'es allé voir les hôtels de luxe, les grands hôtels. Il me dit non, pourquoi ? Je sais pas, ils voudront pas de moi. Je dis pourquoi ils voudront pas de toi ? T'as une Tesla, t'es bien habillé, vas-y quoi. C'est exactement ça. Croyances limitantes, c'est ces croyances limitantes qui font que je vais pas oser toquer aux portes, je vais pas oser vendre au bon prix, je vais pas oser décrocher mon téléphone, dynamiser mon réseau, etc. Et c'est pour ça que des personnes un peu freestyle, des fois je pense qu'on voit, moi que j'ai vu avec les autres personnes qui étaient couvées, je me disais mais waouh, mais elle se lance dans le truc, c'est incroyable, elle est complètement freestyle, mais elle va appeler les grands groupes, elle va toquer aux portes, elle va enfoncer des portes, et je me dis que quelqu'un qu'on pourrait percevoir comme ça, un peu freestyle, un peu plus moins organisé, finalement des fois elle va peut-être mieux réussir, parce que elle ose. Cette question, elle ose, elle prend son téléphone, elle appelle les grands groupes du 440 pour leur proposer les trucs. Je pense qu'ils doivent être bluffés quand on les appelle, parce que plus personne doit les appeler. Et je l'avais vu, elle avait bien réussi, quoi. C'est pour ça qu'il y a ce sujet de confiance en soi. Ouais. C'est faire sauter les barrières, appeler le grand groupe que personne n'ose appeler, mettre le tarif qui est rentable et pas se sous-vendre systématiquement en se disant c'est pas cher, alors je vais faire moins cher, donc ils vont... Donc c'est un enjeu hyper important dans la création d'entreprise. Parce que on peut avoir des entrepreneurs qui viennent à l'entrepreneuriat parce que ils peuvent avoir une difficulté à retourner à l'emploi, parce que c'est une reconversion, parce que ils ont pu avoir une expérience douloureuse dans leur emploi salarié, etc. C'est vrai. Et donc c'est aussi un besoin que de retrouver cette confiance en soi pour un épanouissement pour entreprendre. Ouais, non, ça c'est génial. Et du coup, c'est les conseils un peu qu'on pourrait donner. Alors du coup, aux gens qui veulent créer, c'est vraiment déjà de vous faire accompagner
et bien sûr de bosser. C'est un peu bateau, hein, mais d'avoir confiance en soi, comme tu disais, de ne pas se mettre des barrières limitantes, pas de syndrome d'imposteur, de travailler tous ces aspects-là en fait. Et s'éclater. Ouais, t'as raison. Ouais, enfin, c'est hyper important en fait de prendre du plaisir à entreprendre. Pas parce que c'est une mode, mais parce que t'as vraiment un projet, quelque chose que t'aimes faire en fait. Oui, bah, il y a pas longtemps, j'ai assisté à un super témoignage d'une entrepreneur qui se cherchait justement et qui cherchait un peu son projet et qui disait j'ai cherché quel feu il peut y avoir en moi qui s'éteindrait jamais. Je trouvais ça super, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, elle se lève le matin, elle n'a qu'une envie, c'est de développer son activité, etc. Parce que c'est ce qui la touche, c'est ce qu'elle aime faire. Et comment avoir quelque chose de plus accompli qu'un projet qui nous passionne, qui nous motive, qui nous transcende. C'est vrai. Et moi, avec l'expérience, je me dis, il faut faire attention aussi aux projets passion. Parce que des fois, on peut peut-être trop être passionné par notre projet et comme tu disais, pas vendre assez cher et pas être assez, on va dire, obnubilé par le chiffre d'affaires. Parce que comme on fait sa passion, des fois, on est vraiment content juste de bosser comme ça sur le métier passion, mais qu'il y a aussi tout un tas d'aspects dans le business qu'il ne faut pas perdre de vue en fait aussi. C'est des sujets importants qui sont souvent au cœur de nos échanges avec les entrepreneurs, absolument. Ouais. D'accord, c'est hyper intéressant. Et du coup, après, c'est vrai que cette évolution-là, donc on peut dire qu'il y a beaucoup plus de projets environnementaux, sociétaux. Il y a de plus en plus de jeunes. Est-ce que, à travers ton expérience, tu as pu voir encore d'autres choses maintenant qui ont évolué? Beaucoup de reconversions. Ouais. Des personnes de 35, 40, 45 ans qui ont eu une carrière assez linéaire, qui étaient cadres, employés, peu importe, et qui à un moment donné, comme je le disais un peu tout à l'heure, en fait, ont besoin de retrouver du sens. Et ça, c'est vrai que la période du Covid aussi a pas mal impulsé ces questions-là. Ça avait commencé un peu, j'avais l'impression avant, mais alors c'est vrai qu'avec le Covid, là, ça a été l'accélérateur. Ça a d'autant plus amené, je pense, les gens à se questionner sur ce qu'ils font au travail, quel est le sens de tout ça, etc. Et ça a conduit beaucoup de monde vers nous aussi. Enfin, je pense que le Covid, c'était une période quand même compliquée aussi pour beaucoup de salariés sur les conditions de travail, etc. Et peut-être ça a baissé un peu l'âge aussi de reconversion, parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui se reconvertissent maintenant à 30-35 ans, qui avaient une carrière, on va dire, école de commerce, très business, parcours tracé, peut-être aussi impulsé par la famille, la société, enfin un peu subi des fois en fait finalement, et qui là deviennent photographes, boulanger, fleuristes, incroyable quoi. Et à 30-35 et qui ont envie, comme je le disais tout à l'heure, aussi de s'éclater dans leur vie professionnelle, de trouver du sens dedans, se dire ok, moi j'ai fait ces études parce que les parents, le conseiller d'orientation m'a guidé vers ça, je savais pas quoi faire, et puis c'est pas évident quand on est jeune de se projeter sur 10, 20, 30, 40 ans, et à un moment donné, quand la vie le permet, de pouvoir s'orienter vers quelque chose qui nous plaît. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça permet aussi ça, ça c'est des beaux parcours, et c'est souvent en plus, et à l'inverse, moi des fois j'ai vu, alors dans le domaine artistique c'est un peu des fois un petit peu bizarre, parce que même des gens des fois où on voit leurs travaux, ils sont salariés dans quelque chose d'autre, c'est la passion, c'est la photo, c'est le dessin, c'est l'illustration, et je regarde, mais ça tu pourrais être professionnel, hein, tu vois, tu fais ça, et ils disent oh mais non, parce que non, mais ils savent pas vraiment comment gagner leur vie en faisant ça, et c'est vrai que c'est des fois assez marrant de voir des gens qui sont vraiment très très bons et dans tout ce qui est créatif, de se mettre vraiment des barrières en se disant je n'arriverai jamais à en gagner ma vie, ou c'est... Oui, et puis l'entrepreneuriat c'est pas non plus une science exacte, et il y a des enjeux parfois financiers aussi, pour des personnes qui ont des enfants, un crédit, etc. Et qui parfois justement attendent d'être un peu plus libres de ce point de vue-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai. Et tu as vu une évolution des mentalités sur l'entrepreneuriat, toi, dans la société? C'est-à-dire que là, maintenant, peut-être quand tu parlais de ton métier au début, ta carrière, les gens avaient un certain regard. Est-ce que peut-être maintenant, comme tu disais, il y a 1 million de personnes en France
qui créent des sociétés par an. Est-ce que... Bah, ça a doublé depuis 2015. Le nombre de créations d'entreprises en France. Donc ça fait en quelques années, on a multiplié par 2 ce nombre d'entreprises. Donc ça veut, et déjà en 2015, ça avait déjà... C'est une exception française ou les autres pays européens, c'est un petit peu comme ça ou Alors c'est effectivement quand même une particularité française. C'est une force alors du coup. Ce niveau-là, cette tendance-là est assez... à ma connaissance, unique en Europe. En Europe, ok, super. Un pays comme l'Allemagne a une pente inverse. Hein, et ils ont de moins en moins de création d'entreprises. Alors après, il y a des questions démographiques aussi derrière ça qui font mais que... tu vois, ça m'étonne, ouais. C'est intéressant, ouais. Ouais, d'après des chiffres que je voyais il n'y a pas longtemps, on a clairement la pente la plus importante en termes de croissance de création d'entreprises. Parce que c'est les futurs, moi ce que je dis toujours, c'est les futurs Google, c'est les futures grosses sociétés, c'est les sociétés qui se créent. Maintenant, c'est la capacité qu'on peut avoir en France à insuffler, mettre tout ce qu'on peut en place pour aider les gens à créer des entreprises, puisqu'il n'y a pas de mystère. Oui, et pour autant, il faut prendre du recul sur ces chiffres-là, parce que y a quand même une part très importante de micro-entreprises qui font partie de ce million de créations d'entreprises. C'est vrai. Et aussi une part très importante de ces micros qui vont jamais facturer 1 euro. Ok, c'est vrai. Donc aussi, c'est vrai, il faut remettre en c'est là où c'est important aussi de bien accompagner ces entrepreneurs, parce que on a encore énormément d'entrepreneurs qui se font pas accompagner, qui se lancent comme ça, et ce qui a pour conséquence, de faire beaucoup d'entreprises. La micro-entreprise a largement facilité le fait de se lancer, de créer en quelques clics son entreprise, mais pour autant, il est important de le faire de manière sécurisée, d'être accompagné dedans pour pas seulement créer, mais derrière avoir une activité et pouvoir en vivre. D'accord, ça c'est vrai, tu as entièrement raison là-dessus. D'où l'intérêt et l'importance de la BGE, mais est-ce que tu as vu aussi, dans ce mode de création d'entreprise, c'est peut-être un peu le prisme des réseaux sociaux? Il y a peut-être une influence qui a beaucoup joué, il y a le Covid, mais est-ce que peut-être les réseaux sociaux ont eu un impact ou avec cette mode un petit peu ou tu penses que ça fait partie d'un facteur comme tant d'autres Alors, les réseaux sociaux, ils existent aussi bien en France qu'en Allemagne, etc. Pour autant, il n'y a pas forcément ces mêmes dynamiques. Maintenant... Et je vous interromps un tout petit instant pour vous dire qu'il y a plein de vidéos à venir et déjà diffusées. Ce contenu est fait pour vous faire découvrir et apprendre des choses que vous pouvez appliquer. Mais si vous souhaitez aller plus vite, ou vous sentez que vous n'arrivez pas à passer un palier dans votre business, ou vous ne voulez pas le faire vous-même, je vous invite à nous contacter pour profiter de notre expertise et de nos partenaires. Allez, de retour au podcast. L'écueil qu'il peut y avoir à travers les réseaux sociaux, c'est de laisser croire à certains qu'on va pouvoir trouver des clients très facilement en mettant quelques posts sur Facebook, LinkedIn, TikTok, etc. Je reviens à l'information comme ça crapuleuse qu'on peut voir tourner sur les réseaux sociaux dans tous les domaines en disant donne-moi 1500 balles et c'est surtout ça. C'est laisser entendre que si je crée mon entreprise et que j'utilise à peu près correctement les réseaux sociaux, je vais être débordé de clients. C'est pas forcément le cas. Ça peut être le cas si c'est bien fait. C'est un outil. Structuré, c'est un outil comme donc maintenant la question c'est quelle place il a dans mon entreprise, dans le développement de mon activité, qu'est-ce que je peux attendre de lui et pas attendre de lui. Donc voilà, c'est comme tout outil, soit on l'utilise bien, soit... Ouais, ça c'est vrai, t'as entièrement raison. Et d'où le fait que les conseillers, les formations, je pense que ça remet un peu les choses à plat. Et ça permet aussi de créer d'autres visions et aussi des champs qu'on n'avait pas forcément envisagés. Oui, et de se dire que ouvrir le champ des possibles, apporter d'autres pistes de réflexion, faire part d'une expérience. Je vais être full réseaux sociaux, mais attends, tu peux peut-être appeler aussi, faire de la prospection, déjà il y a ça, c'est-à-dire quelle stratégie commerciale est la plus adaptée à mon activité. D'une part, et puis d'autre part, c'est les réseaux sociaux, mais quelles sont tes compétences pour les utiliser? Pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et généralement, c'est les personnes les plus éloignées d'un point de vue professionnel, justement, de ces outils-là, qui en attendent le plus, et qui en plus ont le moins de compétences à mettre dedans.
Ouais, je pense et que donc tu l'as après, bien l'écueil, c'est de résumé dire, aussi, bah, ouais. je vais prendre un stagiaire, et puis bah oui, mais bon, un stagiaire, Il faut le guider. il faut le guider, il faut le former, Bien sûr, ouais. et je peux pas laisser reposer toute ma stratégie commerciale sur un stagiaire, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est intéressant, vraiment, que la BGE, comme ça, aide à démystifier et à avoir un nouveau regard. Je pense que c'est vraiment... on peut comprendre tout de suite l'intérêt de se faire accompagner. Et est-ce qu'il y aurait comme ça des erreurs à éviter quand on lance son activité? Là, tu viens d'en parler pour tout ce qui est prospection commerciale. Est-ce que tu vois comme ça une sorte de schéma qui te dit que là, attention, quand tu commences, il faudrait faire plus attention à certaines choses ou Bah, je pense qu'une erreur, c'est de partir tête baissée avec son idée, sans la confronter, sans regarder comment elle est accueillie par le marché, sans s'adapter Enfin, justement. il faut être fonceur, mais Alors, il être faut, persévérant, persévérant. mais pas obstiné. Ouais, c'est-à-dire que tu peux te casser la tête 18 fois sur la porte. Enfin voilà, c'est peut-être qu'il faut aller sur l'autre porte, peut-être la fenêtre. Enfin, faut trouver un moyen de. Bah, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être à l'écoute des retours de sur sa ton clientèle, produit, de son environnement. Il y a une stratégie comme ça de tester ton produit. Il y a un mot, j'oublie toujours. Lean Startup. Lean Startup. Voilà, j'avais peur de dire une bêtise. Je me souviens que c'est Lean, mais du coup voilà, je pense que c'est ce que vous conseillez beaucoup. C'est d'appeler des gens dans un secteur, et en plus ça se fait très bien, c'est une technique commerciale aussi, parce que les gens peuvent être intéressés par ton produit, mais de tester comme ça avec la BGE, à travers les formations, les outils, de te dire que le premier step, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que tu as des clients potentiels pour ce que tu vas faire, quoi, en fait. Absolument. Donc ça, c'est vraiment la grosse erreur à éviter, c'est comme ça de croire, parce qu'on a un bon produit. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être très français aussi. Bah, on a un bon produit, ça va se vendre. Je suis génial, j'ai une idée oui, de dingue. Et puis ce qu'il y a, c'est que quand on va parler de son idée, de son projet un peu autour de soi, sa famille, ses amis, ouais, bah, c'est super. Ouais. Alors, on peut compter un peu ça le me nombre rappelle quelqu'un. Mais, mais donc voilà, on peut avoir des encouragements de son entourage, parce que ça coûte pas cher de dire c'est super. Maintenant... derrière, quand on va créer son entreprise et aller chercher des vrais clients qui vont être prêts à payer pour cette idée-là, bah, ça devient parfois plus difficile. Compliqué. Ouais. Ouais, voilà. Et ça, c'est intéressant de pouvoir identifier ça. Et aussi, j'imagine, après, quand on a bien identifié ça, bah, ça peut nous forcer à rebondir, à trouver d'autres idées. Et c'est ça la magie de l'entrepreneuriat. C'est que même moi, je l'ai vécu, j'avais une idée bien précise, j'étais sûr que ça allait marcher. Et ça n'a pas du tout marché en fait. Et du coup, c'est vrai que j'avais peut-être pas assez testé le marché. Moi, j'avais vu que ça marchait très bien aux États-Unis, en Angleterre, et ça a floppé carrément en France. Et après, j'ai rebondi. Question de moment parfois. Oui, c'est vrai. Arriver trop tôt sur le marché. Ou te faire aussi pareil, peut-être concurrencer par quelqu'un qui va aller plus vite. Plus fort que toi, donc c'est vrai que c'est rempli d'expériences différentes. Et donc là on a vu un petit peu les erreurs à éviter, mais les 3 conseils, tu l'avais dit, c'est être accompagné, la persévérance. La persévérance, oui, et puis un peu comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est s'éclater dans son projet. Ouais, enfin, je reviens dessus, mais c'est prendre du plaisir dedans. Ouais. C'est vrai que parfois, on peut voir aussi des entrepreneurs qui, face aux premières difficultés, ont une chape de plomb comme ça qui arrive sur eux, et tout de suite tout devient plus difficile. Donc c'est pouvoir se donner du temps, être toujours en phase avec ses objectifs aussi. Il y a des méthodes aussi, j'imagine, pour décompresser, pour attaquer le problème d'un angle différent. Enfin voilà, il y a tout un tas d'outils. Bah, se questionner sur soi, c'est-à-dire quel est mon chemin à moi, quelles sont mes compétences, ma spécificité, ma valeur ajoutée à moi. Parce que... on peut avoir aussi parfois tendance à être influencé par d'autres réussites, etc. Mais c'est pas parce que la recette a fonctionné pour quelqu'un que ça va marcher pour toi aussi. On en parlait dans l'épisode lié à toute la partie prospection commerciale. Peut-être l'entrepreneuriat aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Ou peut-être des gens pensent que ça peut être bon pour eux, mais finalement ça l'est pas forcément. Enfin, c'est vrai que des fois il y a peut-être des métiers comme ça où
il y a certains caractères, aspects personnels qui peuvent avoir quand même un impact fort en fait. Pour revenir sur le sujet du test d'activité, c'est un point fondamental dans le test, c'est-à-dire est-ce que être entrepreneur est une vie qui me convient ? Parce que quand on a été étudiant, salarié pendant des années, qu'on a eu des tâches, des missions définies, une direction, alors qui peut parfois être frustrante. Finalement, moi, quand je me retrouve à la place du chef d'entreprise, le poids au quotidien de la décision, le volume horaire que ça peut représenter notre entrepreneur, début, je pense que tu as fait une croix sur tes 35 heures. Je sais pas ce que c'est, mais donc ça implique aussi des changements dans une vie, quand on a une vie de famille, quand on a des passions, d'autres responsabilités à côté, etc. La place que peut prendre son entreprise dans sa vie, il faut pouvoir aussi trouver cet équilibre-là entre sa vie pro, sa vie perso. D'où le plaisir, que ça soit pas un fardeau et que... et puis une organisation, être aussi à l'écoute de son environnement, de sa famille, etc., pour voir si c'est OK. C'est un projet qui peut vite prendre beaucoup de place finalement dans sa vie. Il faut écouter les bons conseils aussi, et les conseils qui sont, on va dire, qui sont liés à un environnement en fait. C'est vrai qu'il peut y avoir des conseils généralistes, et c'est un influenceur que je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est Gary Vee, un entrepreneur américain, et c'est vrai qu'il dit attention, les conseils c'est hyper bien, mais avec du contexte, mais avec quelqu'un qui connaît en fait le conseil qu'il va te donner, qui connaît ton sujet en fait. De toute façon, quand tu vas demander des conseils à plusieurs personnes, nécessairement tu vas avoir les conseils opposés qui vont arriver. Donc à la fin, c'est à l'entrepreneur de trancher. Ouais, bien sûr, d'avoir le ressenti. Mais un conseil avec du contexte, ça restera toujours mieux en fait qu'un conseil lancé comme ça. Et moi je me souviens un conseil qu'on m'avait donné au début, ça m'avait fait rire. C'était la première année, j'étais à la BGE. J'avais rencontré quelqu'un à l'espace de coworking de la BGE qui m'avait dit prends des vacances, c'est hyper important. J'avais rigolé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes, je viens de commencer, moi je suis à 8000%, enfin de quoi vacances? Et en fait il avait trop raison quoi. J'avais passé je pense 1 an à bosser non-stop, et en fait... et si tu fais un burn-out, il se passe quoi? Et aussi, les vacances, c'est le temps de se poser, c'est de recharger les batteries. Sortir la tête du guidon. Exactement. Revenir avec une autre approche. Ouais. Et ça, et vraiment, après, je me suis dit, j'avais repensé, en fait, mais lui, il avait trop raison, quoi. J'aurais dû trop l'écouter, mais ça me paraissait grotesque comme conseil. Enfin, tu vois, moi, j'avais rigolé. Alors, il faut trouver le bon équilibre. C'est ça, mais voilà, c'est aussi un conseil qu'on peut donner. Comme tu disais, c'est s'écouter. Et aussi, je recommanderais aux gens, on a un gros volume horaire, ça c'est sûr, mais il faut aussi prendre du temps pour se reposer. Et si tu bosses 7 jours sur 7, on va dire de 7h à 22h, quelque part c'est bien parce que tu vas produire beaucoup, mais est-ce que tu vas être productif? Est-ce que tu vas bien produire? Est-ce que tu vas aller dans la bonne direction? Est-ce que toi tu vas tenir dans la durée aussi, à ce rythme-là? Et si à un moment donné tu lâches, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tout foirer, en fait. Donc c'est là aussi où c'est important de se questionner sur est-ce que ce que j'ai mis en place en termes d'organisation peut tenir sur la durée? Voilà, et ça c'est le conseiller aussi. Je pense que des fois, doit voir des choses et doit dire attention. Ah bah oui. C'est-à-dire que vraiment les choses en face on peut sauver des vies avec des agendas, quoi. Enfin, c'est-à-dire que. C'est vrai, tu dis ça, mais c'est hyper important, Et pour finir un petit peu sur la partie technique, comment tu vois toi l'évolution technologique? Est-ce que ça a eu un gros impact, un gros plus, tous les outils SaaS qui se sont développés, donc les logiciels en ligne de pilotage, CRM, ce genre de choses, c'était, je pense, beaucoup moins répandu il y a 10-15 ans. Je pense qu'on pilotait beaucoup plus au cahier, au fichier Excel. Est-ce que toi, tu as vu que l'apport de ces outils, ça a eu un impact, ou finalement très peu, ou comment tu vois ça, toi? Parce qu'il y a des gens qui s'en servent beaucoup, d'autres pas du tout. C'est ça. Je pense pas suffisamment. Pas suffisamment encore. C'est quand même, c'est comme tous les outils. C'est-à-dire que on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Là, tu évoques les CRM. Il y a plein de marketplaces. Tu m'as parlé d'un chauffeur Uber tout à l'heure. Demain, ce sera l'intelligence artificielle. Déjà aujourd'hui même. C'est vrai. La question, c'est comment on s'empare de ces outils.
Quelle place est donnée aussi à la formation pour les entrepreneurs, pour les découvrir, pour les maîtriser. Quelle compréhension on fait de l'intérêt de ces outils-là. Est-ce qu'il y a une formation, d'ailleurs, BGE? Oui. C'est quelque chose qui serait lié au CRM? Oui, sur le marketing Super. et sur comment aussi les utiliser, c'est hyper important. Ouais, ça c'est génial. Maintenant, c'est pas important de la même manière pour toutes les activités non plus. C'est vrai. Et t'as beau être un dieu dans ton CRM, si tu vas pas prospecter, c'est ça. C'est comme toujours. Donc c'est encore une fois le bon équilibre entre le gestionnaire, le commercial, le communicant, etc. Mais c'est pas encore assez utilisé. Toi, tu trouves il y a un vide un petit peu technologique, mais même je l'ai vu. Non, c'est pas un vide technologique. C'est plus un manque de pratique, de connaissances et probablement de compétences aussi. Je pense qu'il faudrait remettre, alors ça peut paraître un peu vieux, mais de l'informatique dans les cours à l'école. Moi, je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai vu sur les jeunes, il y a un déficit d'utilisation de l'outil informatique des fois où on s'en rend pas compte en fait. On se dit ils sont jeunes, on leur donne un ordi, alors on leur donne un smartphone, ça je pense qu'il n'y a pas de souci, mais bon tu peux pas tout faire au smartphone, mais tu donnes un ordi, des fois moi je suis choqué ils utilisent à 2% ou la faible utilisation des outils de Google, des fois même des basiques comme ça, des moteurs de recherche où moi je suis choqué, tu vois, il y a des gens, ils ont la vingtaine. C'est des enjeux de formation, de compétences par rapport à ces outils. Ces outils peuvent être hyper intéressants. Si on les exploite correctement, on peut faire plein de choses avec. Alors, il ne faut pas se cacher derrière, mais en tout cas, voilà, ça peut être un bon allié. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir comprendre, comprendre quelle peut être leur place, quels peuvent être leurs atouts. Et pour ça, c'est de la formation. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, moi, c'est un conseil que je peux donner, moi je le regrette, c'est de ne pas avoir dès le début avoir eu un CRM, de ne pas avoir dès le début enrichi ma base client en fait, parce que c'est ce qu'on appelle un asset, enfin c'est un actif de ta société. En fait, ta base client, c'est vraiment hyper important. Et aussi, moi dans mon cas, on a beaucoup de matériel. J'ai pas fait un inventaire dès le début, parce qu'au début, on a un ordi, après on a une caméra, une deuxième caméra, un trépied, 3 trépieds. Finalement, à la fin, on se retrouve avec une liste de matériel, et du coup, c'est quand même intéressant d'avoir un inventaire aussi de tout ça pour le renouveler, pour savoir où t'en es, pour analyser les coûts. Et anticiper aussi le remplacement de ce matériel dans son budget. Ça, c'est vrai, ouais. Et du coup, ça, c'est vrai que je pense que c'est des conseils que vous prodiguez à la BGE et qui sont hyper intéressants. Et du coup, je le redirai jamais assez. Si vous avez un projet entrepreneurial, vraiment, la BGE, la CCI, tous les organismes dont on peut bénéficier en France, il faut vraiment toquer là-bas, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'avantages aussi, beaucoup de prise en charge de l'État, de financement, ce genre de choses. Et du coup, voilà, faire attention à certaines formations ou d'autres organismes privés qui ont un but lucratif. Aller voir quelque chose qui est géré par l'État, par une association, je pense c'est vraiment la première chose à faire plutôt que d'aller voir un organisme privé pour apprendre. Et pour finir, tout ce qui est IA, toi, tu vois ça comme un gros potentiel, quelque chose de dangereux à la BGE? Peut-être vous avez déjà eu des cas de figure intéressants ou des débats animés sur ça? C'est rigolo parce que... Il y a peut-être une formation qui arrive. Non, pas encore, mais j'ai consacré une réunion d'équipe avant-hier sur ce sujet où j'ai fait un scénario un peu prospectif où on se projetait à 5 ans. Si demain on a un outil qui fait des business plans en 3 clics, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce que ça va changer? On a plein de choses à faire. C'est comme je disais sur l'aspect compétences, l'effet miroir, l'accompagnement de l'entrepreneur dans la durée, etc. Donc ce sera tout sauf la fin de notre métier. Au contraire, ça va l'enrichir. Maintenant, comme tout outil, la question c'est comment on va l'accueillir, comment on va l'utiliser. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui sont réfractaires aussi au changement, anticiper ça? Ouais, et puis aussi quelle place ça va prendre dans le quotidien de nos entrepreneurs. Parce que il est quand même assez probable que ça puisse métamorphoser beaucoup de métiers.
Donc qu'est-ce que ça va impliquer sur le marché du travail, donc sur celui de la création d'entreprises qui sont quand même assez intimement liés, et quels vont être les métiers de demain aussi par rapport à ça. Maintenant, plus on arrivera à l'anticiper, mieux on arrivera à utiliser ça, plus ça pourrait être un atout pour nos sociétés. Donc voilà, je pense que ça a démarré et il faut suivre ça avec attention pour prendre le train au bon moment et dans les bonnes conditions et pas non plus tomber dans les écueils de la facilité. Comme ça a été le cas, j'imagine des fois, comme vous avez pu voir, des gens qui faisaient des choses pondues comme ça, un peu n'importe comment. Mais ça montre bien l'état d'esprit de la BGE et c'est hyper intéressant. Vous soyez toujours dans l'évolution, dans l'analyse du marché, de vous projeter. Enfin, moi, je trouve ça vraiment... je trouve ça fort de votre part d'avoir cette capacité-là de projection et de vous dire vous n'allez pas répéter la même formation, le même schéma pendant 10 ans et de savoir où... l'entrepreneuriat, en fait. c'est le reflet de notre société. Hein, donc voilà, par rapport aux mutations qu'on a pu évoquer, ça correspond aux changements qu'on observe dans notre société. Donc, Et aussi, on n'en a pas parlé, on avait parlé juste avant ensemble, mais c'est un peu aussi le mode hybride, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de formations en visio. Tu m'avais dit que de temps en temps, moi c'est vrai que moi je suis très physique, moi je crois beaucoup au présentiel, mais pour faciliter la vie de vos entrepreneurs, des gens que vous accompagnez, de temps en temps vous faites le point en visio, maintenant ça arrive, vous avez intégré tous ces outils. Quand on parlait de mutation, la crise du Covid en a entraîné certaines, et c'est vrai que ça a été une période où on a eu aussi beaucoup d'importance par rapport à toutes ces entreprises qu'on a pu accompagner qui étaient en difficulté avec les différents confinements. Donc on a maintenu nos services pendant cette période en travaillant à distance. Ça, je pense que c'était génial d'être accompagné par vous pendant cette crise-là. Moi, je pense que... Pour mettre en place les aides, soutenir les entrepreneurs qui étaient en difficulté, soit dans leur activité, soit aussi moralement. J'aurais bien aimé être conseiller, moi. J'étais tout seul, bien sûr, parce que voilà, j'avais plus de suivi de la CCI ou de n'importe quel organisme. Mais je pense que vous avez eu un rôle... vraiment hyper important en cette période. Oui, ça a été important. Donc nous, depuis notre salon, etc., on a continué à travailler à distance. Et c'est vrai qu'on y a vu des intérêts clairement pendant cette période, mais qui finalement ont aussi perduré. Parce que parfois, on peut avoir des entrepreneurs qui peuvent habiter loin, qui peuvent être en déplacement, qui peuvent avoir des difficultés de déplacement, etc. Surcharge et de donc, travail. c'est aussi faire l'économie de ce transport pour l'entrepreneur. Cette agilité, cette souplesse que vous avez. Même si le plus gros se fait bien sûr en présentiel, parce que comme tu le dis, le contact humain ne peut pas être remplacé comme ça par une visio, par un téléphone. Les institutions, des fois, tu penses vraiment que ça va être hyper rigide, et c'est vraiment ce que je veux que les gens retiennent, c'est à la BGE, du coup, non, c'est agile, ça évolue, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de le dire, parce qu'on peut se faire, barrière mentale, on peut se dire, ça va être hyper rigide, c'est quelque chose, une association, on va peut-être se dire, c'est lié à l'État, ça va me faire perdre du temps. L'agilité, comme tu le dis, c'est pour moi la première qualité de l'entrepreneur, donc... Il faut aussi qu'on essaie de... Non, mais c'est génial, vous le reflétez aussi, voilà. de le refléter, oui. Non, mais je suis vraiment ravi de t'avoir eu. J'espère que les gens ont bien compris le système de couveuse, entrepreneur leader. Tu m'as dit l'autre... Générateur à impact. Générateur à impact, voilà. C'est vraiment... Et aussi de tester vraiment... son concept, son entreprise, avoir un professionnel, être accompagné, c'est vraiment hyper important. C'est quelque chose qui va, on va dire... vraiment pousser, engager la réussite et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Et encore, je remets l'accent aussi sur les formations. Je pense que les formations très courtes, très orientées pratiques, avec des tests, avec des ateliers, c'est vraiment, faut vraiment pas hésiter, quoi. C'est vraiment... j'ai encore vivement commercial, même j'avais hésité à refaire compta, en fait, tu vois, parce je me souviens qu'elle était tellement bien, je m'étais dit je vais peut-être la refaire, en fait, pour me remettre un petit peu
d'écrire avec tous les termes techniques, avec certains aspects et tout, parce que c'est vrai que même quand on voit son comptable, on le voit pas forcément souvent. Après, quand on fait les bilans, tout ça, des fois, il y a des choses qui on se rappelle plus trop bien. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à faire les formations. Et vraiment, un grand merci à David Lorenzo d'avoir participé à Dynamic Talk et nous avoir parlé de ce magnifique, on va dire, couveuse qu'est la BGE Paris. Merci à toi, Clément, et longue vie à ce podcast. Et ça fait plaisir de voir un chouette entrepreneur que j'ai pu accompagner il y a maintenant 8-9 ans. Ouais. Donc, merci à toi pour l'invitation. Et on se reparle du basket, bien sûr, parce que c'était un peu notre petit sujet de bonus. À la fin, voilà, on est sûr que l'Espagne va être bientôt battue grâce à Wembanyama pour la France, bien évidemment. On verra sur le terrain. Un grand merci, David. Merci, Clément. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Et bien sûr, abonnez-vous, il y a d'autres épisodes qui pourraient être super intéressants pour vous. Et si sur la plateforme où vous êtes actuellement, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça nous aiderait beaucoup. Si vous souhaitez produire du contenu, être accompagné par des professionnels pour asseoir votre influence et votre autorité dans votre domaine, pour attirer plus de marques et de personnes intéressées par votre expertise, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous accompagner et de construire votre image avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire directement ou à utiliser les commentaires dans YouTube. On lit tout ce que vous écrivez, donc si vous avez des suggestions sur des sujets à traiter ou des invités, on sera ravis de les étudier.